mais l'événement du week-end. Et ça fait du bien de parler de choses positives, d'espérance. C'est la première visite d'État du pape Léon XIV en Europe. Et il a choisi la principauté de Monaco. Tous les regards seront tournés demain vers la principauté. Ce n'est pas anodin, c'est une terre catholique qui assume sa religion, qui la protège, qui en est fier. Il y a quelque chose de cultuel, bien sûr, mais c'est une vitrine culturelle. On est en direct avec l'abbé Christian Venard. Vous êtes aumônier de la Force publique de Monaco. Vous êtes également, Christian Venard, monsieur l'abbé, délégué épiscopal à la communication du diocèse de Monaco. Merci d'être en direct avec nous. L'histoire, je le disais, s'écrit chez vous demain. Monsieur l'abbé, racontez aux auditeurs d'Europe 1 ce que nous allons vivre tous ensemble demain. Et bonjour Elliot, et au moment où je vous parle, je suis déjà dans le stade Louis II qui s'apprête demain à recevoir le pape pour une messe XXL devant 15 000 personnes. Demain, c'est un immense honneur et une très grande grâce, si j'utilise un langage plus ecclésiastique, de recevoir le successeur de Pierre, l'évêque de Rome, le pape, le souverain pontife. Donc c'est une joie immense dans toute la principauté qui fait parler de ses plus beaux atours, comme elle sait le faire, qui est ornée de tous les drapeaux et de la principauté, rouge et blanc, et du Vatican. Monsieur l'abbé, pourquoi le pape Léon a choisi Monaco comme premier déplacement en Europe ? Mon cher Elliot, un journaliste comme vous devrait avoir tous les accès possibles pour poser la question directement au pape, j'imagine. Mais je ne suis pas dans les secrets des dieux ni du pape, donc c'est pour ça que je vous pose la question, monsieur l'abbé. Non, on aimerait bien savoir, et on est très impatient, je vais vous dire, que le pape nous dise pourquoi aussi rapidement il a répondu favorablement à notre souverain, le prince Albert II, pour sa venue ici à Monaco. Alors on a quelques indices quand même, hein. On n'a pas la vraie raison, c'est vraiment le pape qui la donnera, je pense, dans les discours qu'il va prononcer ici. On a des indices, on sait bien, les questions autour de l'écologie qui sont vraiment chères au cœur de notre souverain et qui sont aussi des thématiques vraiment importantes pour le pape qui, là-dessus, a mis ses pas dans ceux de son prédécesseur, le pape François. Il y a une thématique, si vous voulez, sûrement aussi à connotation un peu plus politique, parce que le pape, qui est à la tête aussi d'un micro-État, vient rendre visite à un micro-État et pas n'importe lequel. Vous l'avez rappelé en introduction, un État qui professe la foi catholique comme étant la religion de l'État. Donc il y a aussi une dimension un peu politique, d'ailleurs, qui est mentionnée par la salle de presse du Vatican, qui a dit hier que le pape allait aussi expliquer quel était le rôle du pape en Europe. Et il y a beaucoup de dimensions. Vous savez, pour vos auditeurs, notre prince souverain Albert II est un fanatique absolu de sport, et on a cru comprendre que le pape était aussi un très bon sportif. Donc voilà, il y a beaucoup de raisons aussi. Et puis sans doute, et je voudrais terminer par là, il y a eu sans doute un feeling, en tout cas c'est ce qu'on lit entre les lignes de quelques interviews que le prince a accordées ces jours derniers. Il y a quelque chose qui s'est passé entre ces deux hommes qui ont déjà en commun une culture américaine, cette langue maternelle qui est l'américain. Donc il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer. C'est le pape qui nous donnera la raison finale. Monsieur l'abbé, j'ai l'esprit d'escalier, mais en vous écoutant, une question me vient. Est-ce que vous avez pu échanger avec son Altesse Sérénissime, et est-ce que le prince Albert est heureux? Dans quel état d'esprit il est aujourd'hui, à quelques heures de retrouver le pape en la principauté de Monaco? Alors, j'ai pas eu l'occasion d'échanger avec lui récemment sur ce thème-là, mais il s'est un peu livré dans différents médias tout récemment, et il a dit que son cœur était dans la joie, d'une très grande joie, parce que, vous savez, le prince Albert II, il avait déjà demandé à l'époque à Benoît XVI de venir, et le voyage était quasiment verrouillé quand Benoît XVI a renoncé au trône de Pierre, et puis le pape François avait quand même donné, sur le plan politique, une orientation qui fait que même si beaucoup d'éléments les rapprochaient, le pape François et le prince Albert II, un pape qui avait débuté lui sa première visite à Lampedusa, c'est sûr qu'aller à Monaco, c'était pas tout à fait dans la tonalité générale qu'il voulait donner à son pontificat. Là, je crois qu'il y a vraiment ce choix de Léon XIV de faire ce premier voyage, et si vite, vous savez, on a eu 6 semaines, j'espère qu'on sera dans le Guinness des records après le diocèse de Monaco et la principauté derrière pour avoir monté en 6 semaines une visite
visite apostolique d'un souverain pontife. Je pense que on va avoir des discours, je les ai pas encore vus, je suis pas en train de faire des cachotteries, mais je pense que le pape va vraiment donner à travers ses discours des indicatifs assez précis de la raison pour laquelle il a fait ce choix de Monaco. Eh bien, écoutez, monsieur l'abbé, merci d'avoir réagi et de nous apporter en direct sur Europe 1 ces premiers éléments à 24 heures du déplacement historique du pape Léon XIV en la principauté de Monaco. Je ne veux pas blasphémer, bien sûr, mais la principauté est un petit coin de paradis. On a souvent une image erronée de ce qu'est la principauté de Monaco, de ce que sont les Monégasques, qui sont très attachés à leur culture, à la religion aussi. Il y a une fierté nationale à Monaco et c'est vrai, vous dites en 6 semaines on a dû préparer une visite et un déplacement historique. Il y a aussi une réussite, c'est un symbole sécuritaire Monaco pour les personnes qui y habitent. Vous n'êtes pas inquiet quand votre enfant se déplace en la principauté de Monaco. Il y a chaque année et c'est disponible également et vous pouvez le voir sur Canal+, le Grand Prix de Monaco qui est peut-être le Grand Prix le plus important. Vous passez de 30 à 40 000 habitants à 300 000 en un week-end, en cumulé. Il n'y a pas un problème de sécurité. Voilà, c'est des choses qui... Je ne veux pas avoir des pensées négatives, mais on est un peu jaloux, parfois, nous, du côté de la France, monsieur l'abbé. Je pense que vous pouvez. Moi, ce que je voudrais dire pour rebondir sur votre propos, vous voyez, il y a, vous savez, le Monaco bashing dans les médias français, c'est assez, c'est tellement facile. Et résumer Monaco uniquement à quelques Instagrammeuses un peu dénudées sur la place du Casino ou à quelques nouveaux riches qui, d'une manière insolente, viennent étaler leur richesse, ce serait à peu près comme penser que Paris s'arrête à la place Vendôme. C'est à peu près aussi intelligent. Monaco, il y a tout un tas, et j'espère qu'à travers justement ce voyage du Saint-Père, avec, on a quasiment 300 journalistes accrédités aujourd'hui qui sont en train d'arriver en ce moment. J'espère qu'on va pouvoir montrer justement une autre image de Monaco, notamment un Monaco chrétien, avec un diocèse qui reçoit le pape, avec un monarque, un prince qui est catholique, qui l'assume. Encore récemment, il a empêché une législation sur une légalisation de l'avortement dans notre pays. Donc, si vous voulez, il y a toute une... Monaco, il y a 38 000 habitants. Je vous assure qu'il n'y a pas 38 000 millionnaires. Et le prêtre que je suis est quelqu'un de tout à fait normal qui vit à Monaco, qui, à la fin du mois, je regarde si je peux encore un peu dépenser. En faisant mes courses, je fais attention. Donc, voilà, il y a beaucoup de gens. Alors, c'est vrai, c'est un endroit où, dans la même paroisse, vous pouvez avoir sur le même banc à la messe un milliardaire et un employé de maison. C'est vrai que ça, c'est pas si fréquent que ça. Mais justement, il y a une mixité sociale à Monaco que les gens ne connaissent pas. 150 nationalités représentées ici à Monaco tout au long de l'année, des différences de culture et un unique attachement à une famille princière et à un principe d'une monarchie catholique qui, quels que soient les horizons des gens qui arrivent ici, tout le monde se reconnaît là-dedans et c'est vrai que ça donne après un Monaco way of life, si vous passez cet anglicisme, mais un mode de vie monégasque. Les gens qui viennent ici nous disent quelle chance vous avez de vivre aussi paisiblement et d'une manière aussi bienveillante les uns avec les autres. Alors monsieur l'abbé, normalement j'interdis tout anglicisme dans le studio d'Europe 1, mais on va faire de ces anglicismes une exception. Et puis il y a aussi des édifices absolument merveilleux en la principauté de Monaco, l'église Sainte-Dévote, qui est une église magnifique, la cathédrale Notre-Dame Immaculée. Là aussi, ça va être en image quelque chose de formidable et d'exceptionnel qu'on va vivre demain, dans une période où depuis désormais 4 semaines, vous avez en boucle sur les chaînes d'information des bombardements, des avions, des missiles, le drame de la guerre, l'angoisse pour le monde que ce conflit s'internationalise. Eh bien, ce sera une parenthèse enchantée. Et ça fait aussi du bien, et ça sera aussi l'occasion de revenir sur l'importance de la fierté de notre culture, de notre histoire, de nos traditions. C'est une autre société, la société monégasque, qui, elle, défend, promeut, est fière de son identité, et nous en parlerons en longueur. Merci, monsieur l'abbé Christian Venard, d'être venu en direct sur Europe 1 pour nous en parler, puisque le pape Léon XIV est attendu demain à Monaco pour son premier déplacement
en Europe. C'est tout un symbole. Et vous souhaitez déjà réagir. On sera avec Caroline dans un instant qui nous appelle des Hauts-de-Seine. À tout de suite. Europe 1. Elliott Deval et vous. La suite à 11h48 sur Europe 1. Nous parlons du pape Léon attendu à Monaco et vous êtes nombreux et nombreuses à réagir au 01 80 20 39 21 comme Caroline qui est avec nous en ligne. C'est la première visite d'État du pape Léon XIV en Europe et il a choisi Monaco. Tous les regards seront tournés demain vers la principauté. Ce n'est pas anodin, je le disais il y a quelques instants. C'est une terre catholique qui assume sa religion, qui la protège, qui en est fière. Et ça fait du bien aussi de parler d'actualité positive, de moments de respiration dans cette actualité qui nous étouffe. Et je suis très attentif à vos réactions en studio, que ce soit Géraldine, Sébastien ou Georges. On a le sourire ce matin quand on commence par une actualité comme celle-ci. C'est une bonne nouvelle et c'est un moment d'espérance. Caroline nous appelle depuis les Hauts-de-Seine. Bonjour Caroline. Bonjour Elliott, bonjour à toute votre équipe. Voilà, alors moi j'aurais aimé que le pape vienne en France. Comme vous aviez dit tout à l'heure, on est un petit peu jaloux des Monégasques. Mais c'est vrai que c'est un choix un petit peu surprenant pour tout vous dire. Ça me rappelle quand le pape François avait été en Corse. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y avait une polémique justement un petit peu à ce sujet. Mais c'est vrai que je peux comprendre l'engouement de cette visite. Moi-même, j'ai un parcours catholique un peu particulier puisque j'ai été baptisée à l'âge adulte en 2008. Donc je suis ça de près et j'avoue que j'aurais bien aimé me transposer à Monaco pour ce week-end. C'est très intéressant ce que vous dites, Caroline. Il s'avère que ça n'a rien d'anodin. Au contraire, quand le pape François va en Corse, c'est parce que la Corse, qui est une terre française, mais c'est aussi l'identité corse, intimement reliée à la religion. C'est le culte et la culture. Et les deux, ce mariage extraordinaire, fait que la Corse est une sorte d'exception sur le territoire national. Et le pape François avait dit d'ailleurs, je ne vais pas en visite en France, mais en Corse. Oui, et d'ailleurs Caroline a fait le lapsus. Elle a dit, j'aurais aimé qu'il vienne en Corse. C'est comme quand il est allé il y a 2 ans. En France, c'est comme il y a 2 ans, il était en Corse. Caroline, encore une fois, Monaco, c'est cette volonté, c'est cette principauté, c'est ce petit village qui fait attention à sa culture, à son histoire, à ses traditions, qui protège ses frontières et donc qui va accueillir le pape François. Georges Fenech. Oui, moi, ce que je note, c'est que moi, ça ne me surprend pas du tout, c'est cette visite à la principauté, d'autant que Monaco a une religion d'État, comme vous le savez, c'est la religion catholique. Ils n'ont pas ce système de laïcité à la française, mais ils respectent évidemment toutes les cultes, toutes les religions ont le droit d'exister. Donc il y a là, moi j'y vois un symbole très fort pour une principauté qui a une religion catholique, et on connaît la ferveur catholique du prince Albert, comme de toute sa lignée, Donc tout cela me paraît avoir du sens. Et j'oublie pas, moi, que le pape Léon XIV a aussi des origines françaises, vous le savez. Son nom, c'est Prévost, c'est un nom d'origine française. Monaco, c'est un peu la France aussi, donc on ne va pas jouer les rabat-joie. On est content, moi je suis très content que le pape vienne. Il y a une union qui se fait entre la France et Monaco, mais ne dites pas à un monégasque que Monaco, c'est la France. Ils sont très attachés à leur identité, c'est ce que je dis. Leur indépendance et leur identité, mais on en voit beaucoup de fonctionnaires qui sont nommés. Bien sûr, c'est pour ça que je dis qu'il y a un lien, une filiation qui se crée. Mais pourquoi je vous en parle aussi ce matin ? C'est que j'ai repensé à cette déclaration, vous savez que Marco Rubio est arrivé à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 aujourd'hui, d'ailleurs à l'abbaye de Vaux-de-Cernay, près de Paris. Et j'ai repensé à la déclaration de Marco Rubio, c'était à la conférence de Munich, le 14 février dernier. Je vais vous la citer parce que c'est très très important. Il dit « Nous voulons des alliés capables de se défendre afin qu'aucun adversaire ne soit jamais tenté de tester nos forces collectives. C'est pourquoi nous ne voulons pas que nos alliés soient entravés par la culpabilité et la honte. » Et c'est la phrase suivante qui est la plus importante. Nous voulons des alliés qui soient fiers de leur culture et de leur héritage, qui comprennent que nous sommes les héritiers d'une même civilisation grande et noble et qui, avec nous, sont prêts à la défendre et en sont capables. Le message qui sera relayé demain par le pape Léon, c'est peut-être aussi de dire la civilisation européenne est une civilisation
chrétienne et il y a une fierté et une culture à défendre également. Et je faisais le lien entre le pont entre les deux, Sébastien Ligné. On pourrait faire aussi un lien avec le discours de J.D. Vance, un an plus tôt aussi, qui rappelait cela, l'importance d'avoir un bloc occidental uni, et que, évidemment, contrairement à ce que certains extrémistes essayent de nous faire croire, ce qui lie le bloc occidental, ce n'est pas une couleur de peau, c'est une culture, et encore plus précisément une culture, une religion. Le fondement commun entre les États-Unis et l'Europe, c'est quand même une religion à la base. C'est des religieux, des protestants même, qui quittent l'Europe pour rejoindre les États-Unis, les fameux pères fondateurs. C'est ça le lien entre l'Europe et les États-Unis. Et c'est le fondement de la culture occidentale, c'est quand même une certaine religion. Et ensuite de cette religion découle une culture. Donc c'est ce qui lie finalement. Si on n'a pas ce lien commun religieux, les liens entre les États-Unis et l'Europe ne sont pas les mêmes, évidemment. Et puis c'est encore une fois une exception française, la laïcité, parce qu'on pourrait vous répondre, bah non, il y a une séparation entre l'Église et l'État, c'est la laïcité, c'est un principe et d'ailleurs inédit dans le monde, qui fait que par exemple le monde anglo-saxon est incapable de comprendre la société française. En revanche, la civilisation, notre histoire, notre culture, nos mœurs, il y a un pont qui se fait entre les États-Unis et l'Europe. Et je repense une dernière chose à Jean-Paul II, qui, en arrivant en France, avait dit « France, fille aînée de l'Église ». Il ne faut pas oublier tout ça. Et dans un monde où tout se déconstruit, où tout est en train de s'effondrer, eh bien, ces symboles, ces images que nous aurons demain seront des images aussi qui nous amèneront à avoir une réflexion sur l'identité européenne, l'histoire de l'Europe, notre culture et nos traditions. Un grand merci à Caroline. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur ce sujet. On va revenir dans quelques instants pour notre grande page autour du carburant. On est déjà avec Evan, si je ne m'abuse, qui nous appelle du Pays de la Loire, parce que le samplon 95 s'achetait à 1,70 € le litre en moyenne. Il est désormais en moyenne, et c'est une fourchette, moi je pense que c'est plus une fourchette basse, 1,98 le litre, un mois plus tard. Evan, qui nous appelle du Pays de la Loire. Bonjour Elliot. Comment ça va? En une minute pour teaser, en bon français, pour introduire le sujet que nous allons traiter dans quelques instants. Bah écoutez, moi dans mon cas, en tant que rechercheur d'emploi, on est complètement lésé. Mais ça je voulais vous l'expliquer dans quelques instants. Eh bien écoutez, c'est très intéressant d'avoir, parce qu'on parle beaucoup de ceux qui ont déjà une activité professionnelle et qui font de la voiture, c'est l'élément le plus important, le moteur de leur activité, mais ceux qui sont en recherche d'emploi dans des zones peut-être rurales, là aussi c'est extrêmement complexe. Difficile. Est-ce que vous avez changé vos habitudes? C'est notre question du jour.